Le Petit Chaperon rouge est un des contes les plus célèbres du répertoire traditionnel. Le catalogue du conte populaire français de Paul Delarue et Marie-Louise Thénez a recensé 35 versions orales francophones de ce récit. La version la plus connue est certainement celle de Charles Perrault, datant de la fin du XVIIe siècle, qui a donné à ce conte populaire deux motifs désormais considérés comme faisant partie intégrante de cette histoire, le fameux petit chaperon rouge confectionné par la grand-mère et la célèbre phrase « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat ». Les frères Grimm eux-mêmes, dans leur version du conte, se sont largement inspirés de celle de l'auteur français. De nombreuses adaptations pour enfants, pour la plupart des albums illustrés, s'inscriront dans cette même tradition. Plus récemment, le théâtre pour la jeunesse s'est emparé de ce conte incontournable de la culture enfantine. Si le conte est à l'origine un art de la parole, l'adapter au théâtre ne va pas forcément de soi. La temporalité du conte est différente de celle d'une pièce de théâtre. Dans le conte, les personnages ne sont pas forcément incarnés et prennent peu la parole. La question des espaces se traite également différemment. Là où le conte suggère des images, le théâtre donne à voir des lieux, des personnages, des actions. Pour mettre en scène un conte traditionnel, les dramaturges ont un important travail de réappropriation et d'adaptation à faire à partir de l'histoire telle qu'elle a initialement été transmise. Cela est particulièrement net à propos des lieux qui demeurent très souvent indéfinis dans les contes, un château, une forêt, etc., et qui vont devoir prendre vie dans le texte de théâtre destiné à une mise en scène. Adapter un conte traditionnel, c'est choisir d'habiter ces espaces indéfinis, de leur donner une forme. Dans le cas du Petit Chaperon rouge, le récit comporte 3 espaces distincts, la maison de la mère, la forêt et la maison de la grand-mère. Le seul point commun entre toutes les versions est la distance assez importante entre les deux maisons. Pour le reste, on a très peu d'informations sur les lieux. La forêt est donc le plus souvent l'espace qui sépare les deux maisons. On sait que les maisons se situent en milieu rural, on parle de village, de campagne, chez Perrault par exemple. Mais ce qui compte, c'est davantage la trajectoire de l'héroïne d'un lieu à un autre, qui construit son cheminement initiatique, que les espaces en eux-mêmes, que la narration habite finalement très peu. Chacun de ces lieux renvoie néanmoins à un personnage. La mère et la grand-mère ont chacune leur maison. La maison de la mère construit la figure d'un personnage nourricier avec la préparation des aliments qui seront apportés à la grand-mère. La maison de la grand-mère est réduite à une porte mal gardée et à un lit que la grand-mère fatiguée ne quitte quasiment pas. Ces deux lieux, bien que très peu décrits, sont des lieux ancrés dans la socialisation. Ce sont des lieux protecteurs dans lesquels on peut projeter l'intimité des personnages. Le 3e lieu, la forêt, renvoie au loup. Il symbolise la vie sauvage. Si chacun est assigné à son espace, le loup va néanmoins transgresser en pénétrant dans la maison de la grand-mère, abolissant la frontière entre le monde humain et le monde animal par un acte de prédation. Ce faisant, il met en danger l'ordre social. Mais si chaque lieu renvoie à un personnage, la petite fille, quant à elle, est le personnage mobile de l'histoire. Son identité est en cours de construction, elle n'est pas assignée à un espace en particulier, mais se déplace de l'un à l'autre. Elle expérimente, vagabonde, teste les limites. Elle quitte la sécurité du foyer maternel, tente l'expérience de la nature sauvage, se confronte aux prédateurs, cherche en sa grand-mère l'ouverture à d'autres possibles, à des histoires qui ne se diront jamais. Mais tout cela n'est que suggéré dans la narration, et les espaces ne prennent vie que dans l'imaginaire du récepteur dépositaire de l'histoire. Les dramaturges, eux, n'ont d'autre choix que de donner une forme concrète aux lieux esquissés dans les contes traditionnels. Pour essayer de comprendre la façon dont le théâtre peut s'approprier les espaces d'un conte, comme le Petit Chaperon rouge, j'ai choisi de m'appuyer sur 2 pièces contemporaines pour la jeunesse, Le Petit Chaperon rouge de Joël Pomera, qui date de 2004, et La Petite Fille qui disait non de Carole Thibault, datant de 2018. Ces 2 pièces ont été représentées sur scène avant d'être éditées. La première, comme toutes les pièces de Pomera, est le fruit d'un travail de plateau avec les comédiens à partir des versions de Perrault, Grimm, tout en intégrant quelques éléments traditionnels. La seconde est une œuvre plus personnelle de Carole Thibault, qui relève davantage de la libre adaptation, avec des motifs explicitement tirés du conte, mais une trame contemporaine originale. Dans les 2 cas, le dramaturge est également le metteur en scène qui a créé la pièce. Dans la pièce de Pomera,
On a le personnage de la petite fille, de la mère, de la grand-mère, du loup et du chasseur, emprunté aux frères Grimm. On suit assez fidèlement la trame du conte. La forme est un peu hybride. On a un personnage de narrateur, l'homme qui raconte, extérieur à l'histoire, qui rappelle la posture du conteur, et des dialogues qui étoffent l'histoire et lui donnent sa dimension théâtrale au sens le plus classique du terme. Quelques éléments frappent. La petite fille choisit de partir voir sa grand-mère alors que sa mère cherche à l'en empêcher, ce qui n'est pas le cas dans le conte traditionnel où c'est la mère qui l'envoie. C'est elle, la petite fille, qui prépare la nourriture. Il s'agit d'un flan. En chemin, elle est accompagnée par son ombre. À la fin de l'histoire, elle devient adulte et habite à proximité de chez sa mère. La pièce de Carole Thibault est beaucoup plus éloignée du conte traditionnel. Les personnages ont des prénoms, Jeanne pour la mère, Louise pour la grand-mère, Marie pour la fille. Lou est le prénom d'un jeune homme de banlieue. Jeanne est infirmière, Louise est une ancienne chanteuse de cabaret. La grand-mère n'est pas dévorée par le loup, mais choisit de mourir alors qu'elle a subi un AVC et se confie à sa petite fille sur sa décision. Cette dernière va se rebeller contre sa mère en s'enfuyant pour retrouver Lou. Nous allons tenter de démontrer pour chacune de ces pièces très différentes, mais puisant toutes à la même source, comment se construisent les différents espaces, la façon dont les personnages se les approprient et dans quelle mesure les péripéties de l'histoire vont pouvoir influer sur la perception que les personnages ont de ces lieux. Concernant la pièce de Joël Pomera, on constate que les espaces sont très peu décrits. Le narrateur, l'homme qui raconte, conserve l'indétermination propre à la parole du conteur. On nous parle d'une très petite maison. La grand-mère a une autre maison ailleurs dans la campagne. De la forêt, on ne connaîtra qu'une petite fraise et un écureuil. Les didascalies sont peu nombreuses et ne précisent pas la composition des lieux. La grand-mère, dans le dialogue, donne de rares éléments qui permettent d'imaginer les lieux, se réduisant à une porte, à une ficelle pour ouvrir la porte et à un lit. Les choix de mise en scène confortent cette indétermination. Marion Boudier, dans la postface du volume aux éditions Babel, montre comment Pomera a voulu rester fidèle au conte traditionnel en s'appuyant notamment sur les analyses de Nicole Bellman. Elle dit « L'espace mental de la réception est essentiel et constitutif de la forme narrative du conte. Tout en écoutant le récit, les auditeurs d'un conte transforment les images parlées qu'ils reçoivent en images mentales, travail imaginaire en partie entravé par la lecture. Les illustrations des livres de contes tentent d'aider et de compléter ce processus inconscient au risque de substituer des images figuratives aux images que chaque récepteur élabore librement selon son propre imaginaire. Pomera est particulièrement attentif à cette scène mentale du spectateur et c'est en référence à ce travail de la réception qu'il explique une partie de ses choix esthétiques. Avec l'éclairagiste Éric Soyer, il travaille notamment sur des intensités lumineuses très basses et sur la pénombre afin de proposer au spectateur le même type de rapport que celui qu'on entretient avec les personnages d'un livre à la lecture, représentation qui est pour lui la plus authentique qui soit. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ce qui est valable pour les personnages va l'être aussi pour l'espace. Avec ses lumières très basses et un plateau presque nu, l'imaginaire du spectateur est très sollicité et recompose un décor quasiment absent. Néanmoins, s'il y a peu d'éléments visuels, les autres sens sont sollicités. Tout est perçu par le prisme du personnage principal, qui observe par exemple la maison devenir de plus en plus petite au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Le décor se modifie au gré de ses perceptions. La forêt est pleine de ses pas qu'elle entend résonner. Elle se remplit de sa propre ombre qui devient à la fois un personnage à part entière et un élément de décor. Dans le dialogue, elle nous apprend que la maison de la grand-mère sent le renfermer. Tu devrais ouvrir un peu plus souvent ta porte quand il fait beau dehors. L'air est vraiment meilleur à l'extérieur. Par ailleurs, le son également permet de construire l'espace. Par exemple, quand la petite fille confectionne le flan, Marion Boudier évoque les bruitages d'ustensiles, remplacés ensuite par une musique d'opéra. Les bruits du quotidien construisent l'espace de la cuisine, qui est ensuite métamorphosé par la musique. Plus que le conte de départ, la pièce de Pomera focalise sur les perceptions de l'héroïne, qu'elles soient auditives, olfactives ou visuelles. Le conte définissait les héroïnes par ses actions, la pièce de théâtre par ses sensations, souvent rapportées par le personnage du narrateur, l'homme qui raconte. Ces sensations permettent de reconstruire les espaces à travers sa subjectivité, sans réellement les montrer. Chez Carole Thibault, les lieux sont construits de façon beaucoup plus concrète. Le lecteur peut s'en faire une représentation mentale immédiate par l'intermédiaire des didascalies qui posent le décor.
On prend connaissance des lieux avant même de découvrir les personnages. Nous verrons par la suite que les différents espaces peuvent refléter ceux qui les habitent, mais ils existent indépendamment de la subjectivité des personnages. Ainsi, la maison de la mère, Jeanne, est une petite cuisine très propre et bien ordonnée. La maison de Louise, elle, est décrite en ces termes, beaucoup de tentures, de châles de couleurs différentes, de bibelots amassés, sur les murs, des photos de Louise jeune en danseuse de cabaret, boa à plumes, robe lamée, jambes gainées, fumée de cigarette. 2 décors, 2 ambiances. La forêt est un espace plus flou, avec moins d'éléments de décor. On est plus proche de l'esthétique de Pomera, avec un jeu sur les lumières, au milieu de la cité-forêt, des ombres immenses, à travers lesquelles perce à peine le jour. Mais cet espace est revisité par la parole de Marie, qui est à la fois personnage et narratrice de cette histoire. Dans une partie de narration, elle explique le statut particulier de ce lieu. « Je vis dans une petite maison au bord du boulevard de Loré. C'est un grand boulevard où, toute la journée, passent des bus et des voitures. En face de chez moi, de l'autre côté du boulevard, c'est la cité-forêt. Le boulevard fait le tour de la cité-forêt. Cité-forêt, ça s'écrit F-A-U-R-E accent aigu, du nom d'un musicien célèbre d'avant. Mais pour nous, c'est la cité-forêt, F-O-R-E accent circonflexe T, comme la forêt où on se promène. Sauf que, dans la cité-forêt, on ne se promène pas. On dit que la cité-forêt est pleine de dangers, qu'on y fait de drôles de rencontres, des rencontres qui font peur, que les immeubles y ressemblent aux arbres d'une forêt, si hauts, si serrés, qu'à certains endroits, on ne voit plus le ciel. Maman ne veut pas que j'aille dans la cité-forêt. On voit que cet espace se construit bien en référence avec le conte du petit chaperon rouge, mais en jouant sur une substitution. La forêt du conte devient la cité de banlieue, par l'intermédiaire d'un jeu de mots, forêt le musicien, forêt la forêt. Cependant, ce jeu de mots ne fonctionne pas seul, il entre en résonance avec d'autres éléments qui reconstruisent l'espace symbolique de la forêt, le boulevard de Loré, qui rappelle Loré du Broye où habite le petit chaperon rouge, et le quartier du Petit Bois où habite la grand-mère. La petite fille narratrice affirme néanmoins que la cité s'oppose à la forêt, lieu de promenade, car elle est pleine de dangers. Mais la vision qu'a Marie de la forêt est celle d'un espace partiellement domestiqué, et non pas un espace sauvage comme c'était à l'époque, par exemple, de Charles Perrault. Tout se passe comme si les lieux avaient échangé au fil du temps leur symbolique. À notre époque où la nature est perçue comme bienfaitrice pour l'homme, où le loup est un animal protégé, où ce sont les humains qui sont considérés parfois comme des prédateurs pour la nature, tout semble pousser le conte et ses motifs traditionnels à se réinventer. Carole Thibault, en faisant de la cité de banlieue l'équivalent de la forêt dans les sociétés rurales ancestrales, reprend le même principe que d'autres dramaturges, comme Daniel Danis dans Bled, par exemple, pièce qui constitue une réécriture du Petit Poucet. Aujourd'hui, l'espace qui fait peur sans même le connaître, c'est la cité, avec tous les stéréotypes que l'on y projette. Mais du coup, alors que les décors des maisons sont très définis, l'espace de la cité-forêt est indéterminé, réduit à un jeu d'ombre dans lequel le lecteur ou le spectateur peut projeter sa propre subjectivité. C'est aussi le lieu du fantasme populaire, quand Marie dit « pour nous, la cité-forêt, c'est « on dit que », etc. Une ambiance vaguement inquiétante, une rumeur, la voix publique, suffit à faire vivre un espace dans lequel chacun pourra projeter ses peurs, ses angoisses, son goût de l'aventure ou du mystère. Marie, dans un passage de narration, dit qu'elle s'engage dans la cité-forêt comme une exploratrice. Mais cette exploration se fera plutôt par les mots que par l'appropriation d'un lieu qui n'est que suggéré. On pourra toutefois remarquer que même les espaces les mieux définis dans ces adaptations sont aussi animés, habités même, par la parole des narrateurs et des personnages. Dans les 2 pièces, l'espace se nourrit de mots. Les parties narratives, comme les dialogues, se dilatent, s'enflent, par rapport à la structure traditionnelle du conte, qui en fait un récit tout en économie de mots et de moyens. Si l'on prend les 3 espaces du récit successivement, on peut voir que dans les 2 pièces de théâtre, ils sont habités différemment par les personnages. On commencera par la maison de la mère. Dans la pièce de Pomera, cette maison, du point de vue de la fillette, est caractérisée par l'ennui. Cet ennui s'inscrit dans les mots, dans la langue même créée par le dramaturge. On remarquera que cette langue se construit avec de nombreuses répétitions et par un rythme particulier, marqué par de fréquents retours à la ligne, créant une mélodie lancinante. Le vocabulaire du jeu et de l'ennui s'entrelace. Elle s'ennuyait, car elle n'avait ni frère ni sœur, seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'était pas suffisant. Alors elle jouait, seule.
toute seule. Parfois, elle s'amusait quand même, mais parfois, elle s'ennuyait souvent. Le jeu est là pour rompre l'ennui, mais ce qui domine, c'est un sentiment de solitude. Cette maison est une prison depuis laquelle elle regarde défiler le monde extérieur. Parfois, les voisins passaient devant la porte, elle les regardait. Parfois, il pleuvait, parfois, il faisait beau. La mère, elle, ne reste pas attachée à la maison. Elle va et vient. Le narrateur dit que la petite fille devait garder la maison à sa place. Ce lieu, censé être protecteur et rassurant, devient alors étouffant. Entre les quatre murs, elle n'échappe pas aux angoisses du monde extérieur. Elle a peur pour sa maman quand elle part, et quand sa maman est présente, elle devient aussi objet de peur car elle fait le monstre. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que Pomera a choisi de faire jouer le personnage de la mère et celui du loup par la même actrice. La mère protectrice apparaît par moments comme une prédatrice, et c'est une figure très ambivalente. Ainsi, le rapport à la maison n'est pas un rapport serein, rassurant. Il n'est pas non plus un lieu d'apprentissage, car il est dit, par exemple, que la petite fille ne savait pas vraiment cuisiner. Quand sa maman lui propose de faire un flan pour avoir le droit d'aller voir sa grand-mère, c'est initialement un piège, car elle la croit incapable d'aller au bout de son défi et ne cherche pas à l'accompagner dans cette initiation. Ainsi, la maison, royaume de la mère, est un enfermement pour la fille dans laquelle elle ne parvient pas à se réaliser, à s'exprimer. La mère multiplie les stratégies pour l'empêcher d'avoir la possibilité ou même le désir de partir. Elle disait « Il faut marcher presque 1 heure de route, et puis il faut passer par le bois. Et dans le bois, il y a des bêtes, disait la maman de la petite fille. Plein de bêtes monstrueuses qui te feraient très peur. Mais elles te mangeront, disait la maman. Le désir de fuite sera plus fort, avec comme objectif premier d'aller chez la grand-mère. La petite fille, sous contrôle, n'imagine pas encore d'autres espaces à conquérir et rêve simplement dans un premier temps d'aller vers ce qu'elle connaît, mais en cassant une routine devenue insupportable. C'est bien la même idée de routine qui est présente dans la maison propre et bien rangée de Jeanne, dans La petite fille qui disait non. Cette routine est aussi marquée par la répétition. Mais ici, ce ne sont pas simplement des mots qui sont repris de façon lancinante, mais des scènes entières qui se font écho. Ainsi, il y a 3 scènes qui montrent Marie, la fillette, et sa mère, Jeanne, au moment du petit déjeuner. Il y a certes une progression dramatique d'une scène à l'autre. La première montre le début d'une journée ordinaire, la deuxième correspond au lendemain de la mort de Louise, la grand-mère, et la dernière au jour de l'enterrement. Mais ce qui frappe, c'est la répétition des rituels reproduits chaque jour à l'identique. Jeanne prononce à chaque fois quasiment les mêmes mots. « Marie, 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 ton chocolat va refroidir et tes céréales ramollir !» Jeanne, à l'intérieur de son intérieur bien rangé, est obsédée par l'ordre, l'organisation, le déroulement du quotidien, la vaisselle, le carnet de liaison à signer, le linge à laver, la préparation du dîner. Sa parole remplit l'espace, elle le sature. Il ne reste pas de place pour l'imprévu, tout semble sous contrôle. Et dans cette maison, Marie, comme l'héroïne de Pomera, éprouve de l'ennui. Son échappatoire, c'est la maison de la grand-mère. De même que Jeanne semble se refléter dans sa maison bien rangée, la maison de Louise est à l'image de son occupante, pleine de vie, de chaleur humaine, de rêve. On y trouve des tissus, des accessoires, des photos. À ce décor correspond un mode de vie bohème qui plaît beaucoup à Marie. J'aime bien aller chez Louise. On se fait des dîners de princesse, comme elle dit. Mais ce qu'on préfère toutes les deux, c'est manger des bonbons. Louise dit qu'à son âge, ça ne peut plus lui faire de mal à cause des fausses dents. Elle sort ses dents de sa bouche, ça nous fait rigoler. On s'amuse bien avec Louise. On fait les follettes, comme elle dit. On regarde la télé. On se raconte plein de choses. Ce que j'aime avec Louise, c'est qu'on peut se parler de tout. On se dit des choses importantes, des choses de la vie et de la mort. Les autres adultes font toujours des manières, comme s'ils détenaient tout un tas de secrets. À la mère pleine de principes sur la nourriture, l'hygiène de vie, l'école, s'oppose la grand-mère fantasque, et leurs lieux de vie sont en harmonie avec la personnalité de chacune. Une métaphore traverse l'ensemble de la pièce, celle de la cigale et de la fourmi, fable apprise par Marie à l'école. Jeanne est la fourmi, travailleuse, responsable, aigrie, selon Louise, et Louise est la cigale qui profite de la vie, insouciante, irresponsable, selon sa fille. Et Marie navigue d'une maison à l'autre, trouvant entre les deux son équilibre. Entre les deux femmes, néanmoins, il y a une fracture qui semble irréconciliable, marquée également dans le rapport aux espaces. Si Jeanne continue à s'occuper de sa mère, à lui faire porter à manger, à veiller sur elle, elle refuse de mettre les pieds chez elle, comme si sa maison lui renvoyait une image insoutenable pour elle. Chez Pomera, la fillette est tout comme Marie très attirée par la maison de la grand-mère.
La petite fille pensait souvent à la mère de sa maman. Elle y pensait tellement souvent que souvent, elle demandait à sa maman si c'était aujourd'hui le jour d'aller la voir. Elle aimerait bien aller la voir. Elle aimerait bien aujourd'hui aller la voir, disait-elle. Mais la mère de la petite fille répondait pratiquement toujours non. Ce n'était pas le jour aujourd'hui, disait-elle. La petite fille insistait, vraiment. Mais la réalité semble décevante chez Pomera. La maison de la grand-mère est loin d'être aussi fascinante que celle de Louise chez Carole Thibault. On a déjà évoqué l'odeur du renfermé. La grand-mère est toujours couchée, alors que Louise, même handicapée, chante, rit et apprend à sa petite fille à danser dans sa tête. Il semble qu'en allant chez sa grand-mère, la petite fille soit en quête de quelque chose qu'elle ne trouvera jamais, des indices sur son histoire familiale, sur sa maman quand elle était petite fille. Elle cherche aussi une confidente, mais nous n'avons pas l'occasion de voir le lien se créer, car grand-mère et petite fille ne seront finalement jamais en présence dans cette pièce, puisque le loup a pris la place de la grand-mère. On peut en tout cas en déduire que la maison des grands-mères, chez Joël Pomera comme chez Carole Thibault, sont de lieux de rêves et de fantasmes. Chez Pomera, c'est la petite fille qui projette un rêve, une attente. Chez Carole Thibault, la maison est habitée des rêves de Louise qu'elle fait vivre à sa petite fille. Entre ces deux espaces, la forêt, ou la cité-forêt, prend également vie par l'intermédiaire des personnages. Pour la petite fille de Pomera, la forêt est une révélation. Elle découvre un lieu d'une richesse infinie par opposition au cadre étriqué dans lequel elle vit. Elle découvre le bonheur des toutes petites choses. Elle se laisse séduire. Elle n'a pas envie de partir. À force d'avoir toutes ces pensées, au lieu de se dépêcher vraiment, la petite fille oubliait surtout de ne pas trop traîner. Au contraire, chaque fourmi qui traversait la route l'occupait au moins pendant 1 minute. La petite fille ne pouvait s'empêcher de la suivre des yeux, parfois même de l'accompagner jusqu'à sa fourmilière, ou même encore de lui raconter en plus ses exploits de la journée, son amitié nouvelle avec un loup et cette surprise qu'elle allait faire à sa grand-mère bientôt. Les fourmis adorent qu'on leur raconte des histoires et certaines sont vraiment très bavardes. La petite fille s'approprie ainsi ce lieu qui ne devait être qu'un lieu de passage. Elle s'y intègre, provisoirement du moins, s'y sentant davantage à l'aise que dans la maison de la mère, dans laquelle elle éprouve une terrible sensation de solitude et d'ennui. Marie, elle, entre dans la cité-forêt comme une exploratrice. Elle a un délicieux sentiment de culpabilité. Elle y va sans l'autorisation de sa mère, en prenant soin de ne se faire remarquer de personne. Elle va néanmoins s'enfuir la première fois, mais l'envie de revenir sera la plus forte. Mais dans son désir d'aventure, elle ne perçoit pas le lieu de la même manière que Loup. On comprend au fil de la pièce que ce jeune homme est sans domicile, sans famille, exclu de la société. Il dit, quand la fillette l'interroge, « Moi, j'habite partout et nulle part ». Alors que la maison de la mère est marquée par l'abondance de la nourriture, la cité-forêt est un lieu où Loup, comme le loup de Pomera ou de Perrault d'ailleurs, a faim. Il se jettera sur les gâteaux et les sandwichs rapportés de la maison de Jeanne. Il cherche tout de même à construire son refuge au cœur de la cité, mais c'est sous des cartons que Marie le trouve quand elle vient le retrouver la nuit. Il souffre du froid, redoute la neige et rêve d'une vraie maison comme celle de Louise qui le fait rêver. C'est comment chez elle ? C'est très beau, avec des rideaux et des tapis de toutes les couleurs et plein de bijoux. Elle a des bijoux, ta grand-mère ? Oui, et plein de robes avec des diamants dessus. Et il est grand son appartement ? Assez, oui. Bon, ok, on va chez elle. Loup dit pouvoir entrer partout, mais n'habite en fait nulle part. Sa rencontre, synonyme d'aventure pour Marie, va lui permettre ensuite de prendre conscience de la valeur de ce qu'elle possède et de réinventer son propre univers. Le conte du petit chaperon rouge est en effet jalonné par 2 événements marquants, la rencontre avec le loup et la mort de la grand-mère. Chez Carole Thibault, ces 2 événements sont inversés, c'est la mort de la grand-mère qui va provoquer la rencontre avec le loup. Dans le cas de Pomera, ces événements, d'abord dramatiques, permettent en définitive de restaurer un équilibre dans l'existence de la mère et de la fille. L'ordre des choses s'inverse. C'est la mère qui se trouve en situation d'attente, ne sachant pas ce qui arrivait à sa fille. Pendant ce temps, la maman attendait sa petite fille et commençait à se demander ce qui pouvait bien se passer. La grand-mère, sauvée in extremis à la fin de l'histoire, n'est plus l'objet de désir obsessionnel de la fillette, car elle retrouve un équilibre auprès de sa mère. Cet équilibre va se poursuivre dans le temps, car sa maman qui est vieille habite une maison qui n'est pas très loin, ce qui est plus pratique pour se voir souvent. Le loup retourne à la vie sauvage, qui est son élément naturel. Quant au loup, après qu'on lui a recousu le ventre et qu'on l'a laissé repartir dans les bois, il a pris la décision de toute sa vie de ne plus jamais s'approcher des grands-mères et des petites filles, une vraiment très très sage décision. Ainsi,
Chacun retrouve son habitat, l'habitat qui lui correspond, retourne à son cadre de vie, avec des relations apaisées et assainies. Dans la pièce de Carole Thibault, l'enchaînement des événements est plus complexe et inattendu. La grand-mère ne meurt pas dévorée par le loup, mais fait le choix de mourir pour échapper à une déchéance qu'elle ne supporte pas. Il est important de noter qu'elle choisit de mourir chez elle, dans ce lieu qui lui ressemble, et qu'elle ne peut envisager de quitter. C'est la vie, il faut bien mourir un jour, tout le monde meurt. Alors pourquoi devrait-on mourir tristement dans une chambre qui sent le pipi? Moi, je veux que ma mort soit aussi belle que les plus belles choses de ma vie. Elle choisit précisément les circonstances de sa mort, se confiant à sa petite fille. Je mettrai ma belle robe bleue, celle avec des paillettes argentées, mon grand boa à plumes. Je boirai une dernière coupe de champagne et je m'endormirai en rêvant. Même si Louise a pris le temps d'expliquer sa décision à Marie, celle-ci est complètement désemparée au moment de sa mort. L'équilibre qu'elle avait trouvé entre sa mère très structurante et sa grand-mère très fantasque s'écroule. Sa vie entre deux maisons prend fin. Seule dans la maison de sa mère, elle s'ennuie. Lou va en quelque sorte remplacer Louise. On notera que c'est le même comédien qui joue les deux rôles et qu'il y a une parenté phonétique entre les deux noms. Mais Lou a une part d'ombre qui laisse pressentir un danger pour la fillette, avec le sous-texte du conte traditionnel forcément présent pour le lecteur ou le spectateur. Il va contribuer à donner à la fillette une image négative de sa vie avec sa mère, de son existence d'écolière. Cette rencontre va la pousser à la rébellion, à semer le désordre dans la maison de Jeanne. La routine s'enraye et Jeanne, déstabilisée par la mort de sa mère, perd le contrôle. L'élément déclencheur, c'est quand Marie arrive au petit déjeuner, fameuse scène rituelle, avec une robe et une paire d'escarpins rouges de Louise. L'irruption du décor de la grand-mère dans la maison de la mère crée une véritable explosion dans le foyer. Jeanne la saisit violemment et la traîne vers la pièce d'à côté pour l'obliger à se déshabiller. Marie résiste et perd une des chaussures rouges. Cette perte de contrôle va pousser Jeanne à faire tomber les masques et à faire des révélations sur les sujets qu'elle avait jusque-là toujours voulu taire. La question des hommes de la famille, mais aussi la question de la vraie vie de Louise. Quand Marie découvre que sa grand-mère n'était pas qui elle prétendait, c'est un nouvel effondrement pour elle. Ce n'était pas une star russe? Disons que c'est ce qu'elle se racontait dans sa tête. Alors elle était cinglée? C'est quoi cette façon de parler, Marie? Toutes les mères sont cinglées. Marie, perdant tous les repères qu'elle s'était construits, choisit la fuite. Elle croit trouver un nouveau refuge dans la cité-forêt. C'est Lou qui lui permettra de se réconcilier avec son univers, de remettre les choses à leur place et de retrouver la paix. En lui proposant d'entrer chez sa grand-mère par effraction, il va lui faire redécouvrir les lieux autrement et par là même amorcer son travail de deuil. Son regard réhabilite Louise en dépit de ses mensonges. Elle a carrément un lit de princesse, ta grand-mère, comme dans les films. Un lit à baldaquin, c'est comme ça qu'on dit. C'est une vraie princesse russe alors, je te l'avais dit. Il pousse aussi Jeanne à retourner chez Louise en l'appelant discrètement pour lui dire que Marie y est. Une didascalie explique ses retrouvailles silencieuses avec l'univers de sa mère si longtemps rejeté. La lampe s'allume. Jeanne entre dans la pièce, va vers le fauteuil où Marie est endormie, reste un long moment assise à regarder Marie dormir. Puis elle se lève, se dirige vers les vêtements pendus de sa mère, les caresse du bout des doigts, revient avec un album photo, se rassoit, feuillette l'album, Marie se réveille. Quand elle retourne chez elle, quelque chose de nouveau se crée, comme si un peu de Louise entrait dans leur maison, qui se retrouve du coup métamorphosée. On a fait un grand sapin, et on a dansé autour comme des follettes, maman et moi. Et puis le téléphone a sonné, et c'était Lou. Le mot « follette » donne l'impression que Jeanne a gagné un peu de la fantaisie de Louise. Sa maison prend vie, elle accepte d'assouplir sa routine. Elle accepte même d'y laisser entrer un peu d'inconnu, avec Lou, l'orphelin, le sans-abri qu'elle décide d'inviter. Ainsi, les espaces du conte traditionnel prennent vie dans les réécritures théâtrales pour la jeunesse. Si un dramaturge comme Joël Pomera suggère plus qu'il ne montre, emplit les lieux de parole plus que d'images, Carole Thibault, pour sa part, construit des univers très concrets dans lesquels se reflètent les personnages. Les lieux sont des miroirs dans lesquels se reflètent les personnages qui y vivent, mais ils ne sont pas figés. Au fil de l'histoire, insensiblement, ils se modifient, on les perçoit différemment. Ils sont les témoins des évolutions des personnages, ils vivent à travers eux. L'héroïne, quant à elle, investit successivement chaque lieu. La maison de la mère, la forêt, la maison de la grand-mère sont des espaces qu'elle habite, qu'elle s'approprie et qui jouent leur rôle dans sa trajectoire initiatique. Je vous remercie.